Eh ben on sera arrivé au bout du générique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va démarrer cette émission dans quelques instants bien sûr. Et on est de retour, c'est mardi, c'est MLR Show, vous en avez l'habitude. On va débriefer toute cette semaine 10 de MLR. Vous avez peut-être pu voir le programme déjà. Il est plutôt sympa. Il est plutôt sympa. Bonsoir à toutes et à tous. Me voilà. Ça y est, j'arrive. Je suis enfin là pour vous accueillir. J'espère que vous allez bien. On est mardi. Il est 20h07. On a légèrement du retard. Toutes mes excuses. C'est ma faute. Cette fois, c'est ma faute. D'habitude, c'est la faute des autres. Cette fois, c'est la mienne. Je dois l'avouer. Mais j'espère que vous allez bien, malgré tout. J'espère que tout va bien. J'espère que vous êtes prêts pour suivre bien, un petit peu de MLR. Un petit peu comme on aime. Je suis en train de checker sur le téléphone que tout se passe bien. A priori, oui. Donc, c'est parfait. C'est parfait. On va être ensemble pendant 1 heure, à peu près, évidemment. On peut toujours déborder. Conidos qui nous dit nous aussi on est en retard. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi Conidos. Je suis seul en plus ce soir, donc n'hésitez pas, encore une fois, comme la semaine dernière, exactement comme la semaine dernière, je vais vous inviter, je vais vous foutre le lien du Discord, et si jamais vous savez pas quoi faire, si jamais ça vous dit, eh bien on va... voilà, vous pouvez vous connecter et on va pouvoir discuter. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, j'ai été encore une fois lâchement abandonné. Adrien Abadi finalement ne peut pas être des nôtres. C'est dommage, mais comme on dit, les absents ont toujours tort. La semaine dernière, j'ai tiré à boulet rouge sur Pierre Amiche. C'est pas impossible qu'il y ait un autre qui prenne un tir aujourd'hui. On est prêt? Allez, on va aller se tourner tranquillement vers le programme de cette 10e semaine. On rentre dans la deuxième partie de saison régulière, évidemment, puisque je vous le rappelle, il y aura 18 semaines, mais dans les faits, il y a 16 matchs par équipe. Et là, aujourd'hui, ça marque le 9e pour quasiment toutes les équipes, pas toutes. Utah et Seattle, par exemple, ont un match en retard. Ces deux équipes jouaient face à deux adversaires plutôt solides. Seattle, Chicago, San Diego, Utah. Anthem New England, c'est le match qui a lancé cette 10e semaine. Old Glory Miami, Houston, Nola Gold. Il y avait des matchs qui étaient très sympas. Et il y a eu pas mal de choses, pas mal de Nawak aussi, comme d'habitude, comme on aime sur la MLR. Vous connaissez le principe. On va regarder chaque match, chaque résumé, avec des actions sympas, d'autres qui sont à mettre en boîte pour vidéo gag, et puis évidemment des petites stats, hein, bien entendu. Puis on va discuter ensemble, évidemment, parce que là, du coup, c'est le but, discuter ensemble et continuer d'apprendre un petit peu plus sur cette MLR. Je vais ouvrir sur les internets la page des statistiques, parce qu'on pourra aussi, pourquoi pas, faire un point justement sur les stats de cette MLR. Voilà ce qui est dit. On n'oublie pas les choses importantes, c'est que on entre en plus dans une période un petit peu compliquée en MLR, compliquée en termes de calendrier et de matchs, parce que cette semaine c'est la dernière avant 3 ou 4 journées je crois, où il y aura des matchs que le week-end, puisque à partir de cette nuit, la MLR ça reprend. Et oui, ça ne s'arrête jamais désormais. Là on est dans un tunnel. Allez, on va se lancer dès à présent sur notre premier match. Ça va aller très très vite parce que c'est un petit peu le match le plus déséquilibré de tous. Vous savez évidemment de qui je parle. Je parle d'Anthem qui accueillait New England. Je vous mets cette action. Elle est très importante cette action. Regardez, 5e minute. Pourquoi? C'est la meilleure action d'Anthem du match. Je chambre un peu, mais c'est pas totalement faux. Ça permet à Mitch Wilson de marquer les premiers points de cette partie. Mais alors derrière, évidemment, malgré la domination, une énorme domination territoriale et en termes de possession d'Anthem, va y avoir des erreurs, ce qui permet à New England d'aller de l'avant et suite à ce ballon porté de permettre à Balekana de marquer. Je vous mets le petit ralenti. Pour moi, Ben Lesage, il fait quand même un bel écran sur les deux défenseurs d'Anthem. Bon, voilà, on va pas dire trop fort puisque Ben Lesage il suit les outsiders sur Instagram, donc
on respecte, évidemment. 37e minute, vous le voyez, touche pour Anthem dans les 22, ballon perdu. Et là derrière, eh bien, Jack Reeves va faire le show. La suite, c'est le Roumalan qui l'écrit. Il va passer la ligne médiane et aller s'arrêter dans les 22 mètres. Le ballon prend un petit peu de temps à rebondir, c'est un peu compliqué, mais regardez, Quatrine va réussir à se jeter sur cette balle. Le Roumalan qui s'est déjà relevé pour venir aider. Lennon au large avec Harrison Boyle qui jouait en 10. Forcément, Faletoy Penny est blessé. Et on va trouver Balekana qui, bon, bah, derrière, va faire le bumper sur les air plaquages des joueurs d'Anthem. Indéniablement, défensivement, c'était pas trop ça. Anthem est donc mené 14-6 à la pause. Mais Anthem, je vous l'ai dit, ils dominent, ils tiennent le ballon. Mais voilà, il y a des problèmes. La passe casse-croûte de l'Obser. Mouniam qui fait du basket, les mecs n'ont pas tout compris manifestement et forcément ils se font punir par un nouvel essai en force de Melvin. Et puis regardez, 73e, le pauvre Storty, cette espèce de relance kamikaze de l'embut que je vous ai remise, le pauvre Eric Storty, numéro 1 de la draft, se fait découper 2 fois. Évidemment, ils perdent le ballon et c'est Lennon qui vient inscrire le dernier essai. Salut Elsa. Oui, l'émission a un peu de retard aujourd'hui. C'est ma faute. Je réitère, hein, pour ceux qui arrivent maintenant. C'est totalement ma faute. Voilà pour ce succès de New England, 26-5 à Anthem. Ce 4e essai, il est très important évidemment puisqu'il permet à New England de prendre le point de bonus offensif évidemment. Nouveau match sans encaisser d'essai pour New England, c'est déjà la 2e fois cette saison. Il y a 2 semaines ils avaient fait ça contre Miami et là c'est désormais contre Anthem. Alors oui, c'est pas les adversaires les plus dangereux bien sûr, mais voilà, ça témoigne aussi de l'élévation du niveau de New England qui est beaucoup plus solide depuis quelques semaines après un début de saison très compliqué et qui donc signe une victoire à 5 points et c'est très très important parce que il y a cette course à la première place. Déjà ils sont en train de pourchasser Chicago bien sûr pour aller chercher la première place et puis il y a aussi évidemment ce gros duel à 4 hein, parce qu'actuellement la conférence Est c'est un gros duel à 4 hein, entre New England, All Glory, NOLA et Miami, donc 4 équipes pour 3 places puisque évidemment il y aura le 5e à la place du con et puis ces 5 points sont très importants. Les matchs contre Anthem vont pas compter double mais ils compteront et un point de bonus manqué face à Anthem c'est un point qui manquera quoi qu'il arrive en fin de saison. Oh bon, nous on n'est pas stressé nous Elsa hein, par le retard hein, de toute façon c'est pas la première fois qu'on rate l'horaire hein. Ce sera certainement pas la dernière mais ce n'est pas sur un problème technique cette fois, je tiens à le signaler. Non Conidos, on n'aime pas le jeu au pied à Anthem, on n'aime pas trop le jeu au pied en MLR hein, après. Enfin si d'ailleurs, si j'exagère parce qu'il y aura une stat que je dois vous sortir, je ressors mes petites fiches, mes petites feuilles. Ce sera sur le Houston Nola. J'aurai un chiffre à vous donner qui est très intéressant. Bon, il n'y a pas grand chose de plus à dire. New England, malgré les absences, on rappelle, Potrose, Wayne Vanderbank, Faletoy. De toute façon, ils avancent tranquillement. Et New England, c'est important de gagner ce match, qui, je le rappelle, était vendredi, parce que déjà, ça mettait la pression sur Chicago, qui allait à Seattle un petit peu plus tard. Et puis surtout, parce que ce soir, New England enchaîne. New England qui va accueillir Los Angeles la nuit prochaine. Pour donc le début de la 11e semaine, on aura l'occasion de revenir sur le programme un petit peu dense de cette 11e semaine. Et voilà, il ne fallait pas rater des points à Anthem. Il ne fallait pas rater au moins un point de bonus à Anthem avant d'accueillir Los Angeles qui en plus ne jouait pas ce week-end. Donc arrive en Nouvelle-Angleterre avec une équipe un petit peu plus fraîche, c'est évident. Mais bon, on a vu le 15 de départ de Los Angeles. Ça va pas New England en chaussettes, mais un petit peu. Il y a Yaris McDonald, il y a Quinn Nathani, mais pas plus. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur New England. On pourra aller regarder si vous voulez les prochaines, les compos de la nuit prochaine. Ça pourrait être intéressant. On va se pencher justement vers le deuxième match qui avait lieu donc le vendredi. C'était le déplacement de Chicago à Seattle. Et quand je parle de déplacement en chaussettes, Chicago, c'est un petit peu ce qu'ils ont fait à Seattle parce que, eh bien, eux aussi, ils enchaînaient parce qu'ils ont joué contre Anthem la semaine dernière, le dimanche soir, enfin dimanche après-midi pour eux. Et là, ils jouaient dès vendredi, donc ça fait 5 jours, évidemment, c'est pas beaucoup en rugby. Donc, exit à Augsburger, qui était déjà pas là d'ailleurs contre Anthem. Pas de Dylan Fawcett, pas de Mason Flech,
pas de Chris Hildenbeck titulaire, il était là mais pas titulaire. Bref, on avait quand même pas mal fait tourner du côté de Chicago. Et ça va se payer assez vite parce que vous le voyez, 9e minute, Seattle mène déjà 3-0 grâce à une pénalité de Rod Iona. Et puis à cette passe immonde que va intercepter Fouty, le bon travail de Fouty qui va servir d'Ivan Rousseau. Encore une fois, d'Ivan Rousseau qui inscrit un essai. Je vous remets la superbe passe de Swill. Et alors Swill, on va en entendre parler. Je vous le dis, le numéro 10 titulaire de Chicago, il a fait une prestation magistrale. Vous voyez, là en plus, il rate un plaquage sur Rousseau. Ça commence donc très bien pour Seattle, 8-0. La réponse de Chicago, qui est en confiance, qui est beaucoup plus puissant que son adversaire, ça pilonne au près, sous les poteaux. Et puis finalement, on va au large pour l'essai de Basca en coin. La transformation est ratée, mais vous le voyez, on va revenir à 8-8 en infériorité numérique. Malgré tout, Michael Basca qui passe cette pénalité. Et juste avant la mi-temps, Seattle va refaire à nouveau un petit break. On va encore une fois parfaitement fixer la défense de Chicago pour permettre à Hatting sur ce bon décalage de marquer. 46e, le plaquage de de Tim Swill, pardon. Et je vous en avais pas parlé exprès et je vais mettre pause là-dessus. J'en avais pas parlé, mais Swill, sur l'infériorité numérique de Chicago, c'était lui en première période. Donc il prend un deuxième jaune. Et il laisse donc ses partenaires à 14 pour 20 minutes, puisque en MLR, c'est un carton rouge de 20 minutes, et ensuite il peut être remplacé. Mais donc 2 jaunes dans le même match, c'est pas souvent, et surtout, pour un 10, c'est quand même pas foufou, on va pas se mentir. 15-8 donc suite à l'essai. Sur la pénalité qui suit, 18-8. Chicago donc se retrouve assez largement mené, mais va encore une fois réagir, et c'est le capitaine, Lucas Rumble, qui vient montrer la voie. 18-15. Et puis dans la foulée, qu'est-ce qui va se passer? Chicago aime bien se tirer des balles dans le pied, donc étant donné qu'on en a déjà une dans un, on va aller dans l'autre. Bryce Campbell, regardez sur cette passe, ça se voit difficilement, mais en fait commet un en avant volontaire. Donc l'arbitre explique à Rumble que c'est jaune. À 15 contre 13, Seattle déjà rajoute 3 points, et puis surtout va pouvoir développer son jeu. C'est impeccablement trouvé avec la petite dernière passe pour Fouty à 15 contre 13, c'est évidemment plus facile. Et puis finalement, Seattle ne va pas réussir malgré tout à mettre le 4e essai du bonus. Et au contraire, c'est Chicago qui en toute fin de partie, grâce à Higgins, parfaitement décalé par Short, va inscrire l'essai final de cette partie. Et c'est transformé par Chris Hildenbeck qui avait fait sa rentrée. Et qui permet à Chicago d'aller chercher, malgré tout, un point de bonus défensif avec une équipe à prime, disons, à Seattle qui avait besoin absolument de points, qui avait sorti la grosse artillerie. Et du coup, 28-22, score plutôt gentillé pour Chicago. Quand tu as joué 20 minutes à 13 contre 15, enfin un quart d'heure à 13 contre 15, c'est pas mal de s'en sortir avec un point de bonus défensif, surtout dans un match où tu avais fait tourner. Salut Mac Limts, salut à toi, installe-toi, on est là, on est bien, on est juste sur le deuxième match, donc on est large, on est large. Si Seattle qui l'emporte et ça leur fait du bien, mais c'est une victoire à seulement 4 points, j'ai mis les guillemets pour ceux qui ne regardent pas. Et alors par contre, pour Chicago, c'est une défaite qu'on a envie de qualifier de logique, parce que j'ai cette petite stat à vous sortir, 0 sur 4. Chicago n'a jamais battu Seattle en MLR. Alors Chicago, c'est une franchise qui existe depuis 2023, c'est pas récent, c'est pas vieux, pardon. Ils avaient perdu leurs 2 matchs face à Seattle en 2023, à l'époque où Chicago était dans la conférence Ouest avec les Seawolves. L'année dernière, ils ne se sont affrontés qu'une fois, c'était à Chicago et Seattle était allé l'emporter. Et puis donc là, le seul match de l'année, si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, je crois pas qu'ils s'affrontent à nouveau. Chicago s'est incliné. Donc voilà, 0 sur 4. Les Hounds ont trouvé leur némésis manifestement dans cette Major League Rugby, parce que je pense qu'ils ont battu toutes les autres équipes qu'ils ont affrontées. Hormis peut-être Toronto, mais Toronto et comme New York ont disparu fin 2023. Donc il va falloir aller voir. Et autre statistique qui, ma foi, est assez intéressante, parce qu'elle tranche totalement avec ce que l'on a vu, notamment sur ce match-là. Chicago, c'est l'équipe la moins pénalisée de MLR,
qui a subi donc 8,2 pénalités par match en 9 matchs joués. Évidemment, juste devant eh bien Seattle, justement on avait les deux équipes les plus disciplinées de cette MLR. On a Miami Old Glory qui sont à 10,5, voilà, parce qu'on a envie d'être précis sur les Outsiders TV. Et alors Chicago 8,2 pénalités par match, mais avec ce carton rouge écopé par Tim Swill, ils sont quand même à 3 rouges reçus depuis le début de saison, en 9 matchs. Mais quand même beaucoup. Pour une équipe qui n'est pas souvent pénalisée, ils font pas semblant. Si je dis pas de bêtises, c'est l'équipe qui est la deuxième plus sage. Je vous invite à suivre le compte MLR Stat, Stat avec un S, sur Instagram, qui tous les week-ends récapitule les stats et notamment fait un classement de la discipline. Et Chicago est deuxième derrière. Je crois que c'est Los Angeles le pire. Et je crois que Chicago est numéro 2, mais dans le bon sens, évidemment. On fait pas les choses à moitié à Chicago, exactement. C'est soit on découpe, soit on découpe. Mais c'est pas la même chose. C'est évidemment pas la même chose. Bien entendu. Ça fait donc bon, une petite défaite pour Chicago. Ils n'avaient pas perdu depuis la semaine 2, depuis leur deuxième match. Ils étaient sur 6 victoires de rang. Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter, évidemment, pour cette équipe. Malgré tout, on l'a dit, New England derrière a gagné avec le bonus, donc c'est un score qui est important, c'est un résultat qui est important, et donc ce point de bonus défensif, eh bien évidemment qu'il pourrait compter dans la course à la première place. Évidemment, on va revoir tout ce classement d'ici la fin de l'émission pour débriefer tout ça. Ils savent pas faire ça. Ils sont pas souvent pénalisés, ça faire pas ça doucement ou discrètement. Non, bah c'est certainement ça. C'est certainement ça. Je vais les ressortir. Il y avait le classement des stats de l'indiscipline. MLR Stat l'avait mis à jour après la journée précédente. Donc je vais vous le montrer. Et du coup à ça il faut y rajouter. Ah bah non, je vous disais n'importe quoi. J'étais en train de vous dire n'importe quoi. Ils sont deuxième, mais dans le mauvais sens. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça, on va pouvoir continuer de discuter de ça. Hop. Les internets, ça va être formidable. Pof. Hop, ça apparaît. Voilà. Donc, comme je vous le disais, Los Angeles est dernier, avec beaucoup de cartons. Hein, parce que 3 rouges et 15 jaunes en 8 matchs joués, parce qu'eux, ils ne jouaient pas ce week-end. C'est quand même pas mal. Hein, ça fait quand même 2 cartons par match, en moyenne. Comme une équipe de beaux bébés. Chicago, donc désormais, avec un rouge et 2 jaunes de plus, hein, puisque c'est 2 cartons jaunes qui mettent Swill dehors, donc je suppose que ça compte 3 et 11, donc il rattrape son retard. Et donc derrière, on a Miami avec 2 rouges, seulement 7 jaunes, mais 2 rouges. Et vous le voyez, 4 équipes encore n'ont pas pris de carton rouge. C'est San Diego, Old Glory, Anthem et Utah. Ça tombe bien, il y en a 2 qui s'affrontaient. On va aller les voir évidemment. Le San Diego Utah, c'est notre prochain match. Mais voilà, je vous laisse ce petit classement. N'hésitez pas à suivre donc MLR Stats sur Insta. Il est hyper pointilleux, précis. On va pas s'emmerder avec des mots compliqués. Il fait ce petit classement, la Naughty List, c'est plutôt sympa. Et évidemment, il rajoute quelques petites stats avec des petites histoires un petit peu sympas. Ça, par exemple, c'était très sympa cette histoire. En 2023, San Diego a réalisé la meilleure performance en saison régulière en MLR. C'est-à-dire qu'ils ont gagné 15 matchs, ils en ont perdu 1. C'est pas mal. Et ça leur a permis de prendre 74 points sur 80. Et Chicago désormais ne peut plus avoir le même bilan puisqu'ils ont perdu un deuxième match. Mais malgré ça, même s'ils avaient gagné tous leurs matchs avec bonus depuis leur 7e journée, et bien de toute façon ils auraient pu avoir que entre guillemets 72 points maximum. Donc voilà, ça fait partie des petits records, des petites histoires que MLR Stat raconte. Voilà, moi je trouve ça hyper sympa. Ça nous permet évidemment nous d'avoir des petites infos en plus parce que même si ça fait 3 ans maintenant qu'on regarde la MLR, évidemment on n'a pas toutes les stats et c'est hyper cool. Ouais, 15 jaunes c'est beaucoup. 15 jaunes c'est beaucoup. 15 jaunes ça veut dire que t'as 2 cartons jaunes par match. Mais en même temps c'est une équipe de débiles. Hein. Pierre Amiche en a parlé plus d'une fois. Adrien Abadi aussi.
C'est pas souvent fut-fut du côté de Los Angeles. Et pourtant ça va beaucoup mieux. Pourtant, ça va même plutôt bien du côté de LA qui avait été battu la semaine dernière par Utah à domicile. Et justement, on va aller du côté du Torero Stadium de San Diego pour suivre le troisième match de cette soirée. San Diego-Utah, c'est le match que vous avez pu suivre sur Sport en France hier soir à 21h, que j'ai eu la chance de commenter d'ailleurs. Et évidemment, moi ça me plaît toujours de commenter Utah. C'est mes petits chouchous avec Chicago. Et surtout, eh bien, Joe Mano a marqué. Et oui, encore le 8e essai de la saison pour Joe Mano, dans un moment où San Diego était déjà réduit à 14 avec un carton jaune pour Charlie Hewitt. On prend quasiment les mêmes et on refait la même action. À la 14e, c'est Traynor qui vient conclure. Et puis à la 20e, bon, on fait globalement la même. Et cette fois, c'est Molly qui vient inscrire le troisième essai de Utah, qui avait mené 21-0 après une vingtaine de minutes face à Los Angeles, qui l'amène 19-3. Et du coup, le début de match de Utah est tout simplement monstrueux. San Diego va remettre la main sur le ballon, va se relancer en début de deuxième période, marquer 2 essais. D'abord par Okafonou, c'est celui que vous avez vu, et McClutchy. Et puis là, c'est le tournant de la partie, 37e minute. Vous voyez, San Diego domine, mais San Diego va commettre une faute à 5-6 mètres de l'embut et ne s'en remettra pas. D'abord, un carton jaune contre Lopetti. Et sur la pénalité qui suit, le ballon porté, que Liam Coltman vient conclure. 24-18 et surtout, eh bien, point de bonus offensif pour Utah qui va totalement terminer le travail. Regardez cette action totalement confuse. Traynor en fait est plaqué par Paddy Ryan. Le ballon est éjecté. Selon les arbitres, selon l'arbitre vidéo, c'est Ryan, regardez, qui vient taper dans le ballon, donc l'éjecter. Pour moi, il y a complètement en avant Jordan Traynor. Et vous avez vu hein, ce petit moment de flottement entre les joueurs. Hein. Je vais vous le remettre parce que c'est quand même un moment qui est un petit peu particulier. Hop, je vous le recale. Voilà. Et donc ce ballon qui est éjecté, Going vient le récupérer, tout le monde s'arrête. Hop, la petite toupie pour éliminer Ethan Grayson, le dernier défenseur de San Diego. Ça a été accordé et ça permet donc à Zion Going de marquer un 5e essai pour Utah qui l'emporte donc 31-18. Plus rien ne sera marqué. San Diego n'a mis que 3 points en deuxième période sur une pénalité de McClutchy. Et résultat, eh bien, ça fait un succès bonifié de la part de Utah. Encore un. Utah, ça devient indéniablement très solide, très puissant. Et c'est la question que j'aurais aimé poser à Adrien Abadi s'il avait été là, mais je vais vous la poser, évidemment on va en discuter. Est-ce que c'est un favori, est-ce que c'est un outsider pour la victoire finale? Je pense que ça commence à devenir intéressant, on va voir ce qu'a fait Houston juste après évidemment, mais ils sont allés gagner à Los Angeles la semaine dernière 45-28, ils sont allés gagner à Chicago en mettant 45 points, ils ont battu là à l'instant San Diego 31-18, en étant à chaque fois, ces 3 victoires sont à l'extérieur. C'est important à signaler. Ils ont gagné ces matchs-là à l'extérieur. San Diego était égalité avec eux. Ils ont désormais 5 points d'avance sur leur adversaire. Ça fait 2 matchs qu'ils gagnent à l'extérieur en allant chercher le bonus offensif. Ça devient très très intéressant. Je vais regarder 30 secondes le petit calendrier de Utah qui là ce week-end va enchaîner 2 matchs en une semaine. Puisque ce week-end, ils vont accueillir Chicago. Et derrière, ils vont accueillir à nouveau San Diego. Justement, il y aura le match retour entre les 2 équipes qui va avoir lieu. Et indéniablement, ça peut les emmener très très loin. La suite, ça va être donc ces 2 matchs-là. Chicago-San Diego à domicile. Déplacement au Glory. Accueil de Seattle. Et il y aura le déplacement à Houston. Houston qui les a battus à Herriman, dans la banlieue de Salt Lake City. Il y a de ça quelques semaines. Leurs 2 défaites à Utah, c'est à la maison. C'est face à Houston. Et cet accident industriel face à New England où ils menaient 26-5 à la pause, où ils perdent 33-26. Incompréhensible, avec des essais casquettes. Mais force est de constater que depuis, ils se sont bien relevés. C'est la meilleure attaque du championnat, cette équipe de Utah. Puisque on est à 254 points, si je dis pas de bêtises, inscrits depuis le début de la saison. Je vais remettre la main sur cette stat exactement. 285 points inscrits exactement par Utah en 8 matchs. Ils inscrivent 35 points par match. Voilà. Donc là, en fait, ils ont été en dessous de leur moyenne.
C'est pour vous dire la puissance offensive. Ils ont le meilleur marqueur d'essai, Joe Mano, 8. Ils ont désormais le meilleur scoreur, c'est D'Angelo Lewila qui a marqué 59 points depuis le début de la saison, qui est quasiment parfait au niveau du but. Et meilleure attaque en termes d'essais marqués, 40 essais marqués, c'est un de plus que Houston en un match de moins. Voilà, pour vous resituer, Utah, où ils en sont actuellement. Donc, moi je l'affirme, c'est un candidat au titre. À l'ouest, il y a une seule équipe véritablement qu'ils peuvent craindre, c'est Houston. Et puis de l'autre côté, il y a évidemment Chicago, évidemment New England, qui feront office de gros adversaires. Ça tombe bien, pour l'instant, ce sont les deux premières équipes de chaque conf, ce qui voudrait dire que logiquement, elles s'affronteraient en finale de conf. Et ça pourrait faire de très très beaux matchs. Et un Utah-Houston aujourd'hui, ou un Houston-Utah, je mets pas forcément un avantage énorme au chat sabre. On revient sur ce que vous disiez, clairement en avant. Tu me dis Conidos, oui, non, mais il y a clairement en avant. Je sais pas comment tu peux ne pas siffler en avant là-dessus. Enfin, le ballon il est éjecté. C'est incroyable, toujours un plaisir de voir Utah sur les outsiders. Et oui, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est par les outsiders qu'on a débarqué en MLR en diffusant leur rencontre à domicile il y a 2 ans maintenant. Donc c'est voilà, les Utah Warriors, on a développé un syndrome de Stockholm, je le dis souvent. Elsa, tu disais trop de soleil, ça fait des insolations, blague à part, pourquoi cette indiscipline? Je pense que c'est le jeu de LA. Alors, il y a plusieurs choses. Le LA, l'indiscipline, il y a plusieurs choses, je pense. Déjà, je pense que très clairement, ils ont une équipe de débiles. Il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, il y a un moment, Gonzalo Bertranu, c'est ton neuf, il a déjà pris 2 ou 3 cartons à lui tout seul. Un demi de mêlée qui prend 2 à 3 cartons par match, c'est pas normal. Maintenant, il y a une explication qui, elle, pour le coup, est peut-être un petit peu plus objective et peut-être un petit peu plus fouillée en termes de réponse. C'est que la MLR est très à cheval sur la sécurité des joueurs et le moindre contact à la tête, c'est carton jaune. Immédiatement, à minima. On l'a bien vu, le deuxième jaune de Swill, là avec Chicago, il n'est pas flagrant le plaquage, hein, il n'est pas foufou. Mais voilà, il prend carton immédiatement parce qu'il y a contact à la tête. Et en l'occurrence, c'était son deuxième, donc c'est dehors. Voilà, c'est je pense ça avant tout qui est l'explication principale. Je peux vous le remettre, hein, le classement des stats la Naughty List de MLR Stats, elle est bien claire. On voit qu'il y a quand même beaucoup de cartons. Il y a 5 matchs par semaine. On a fait ça, c'était avant ce week-end-là, hein, ce week-end qu'on est en train de regarder. Hein, donc, faut en plus rajouter des trucs. Mais faut se rendre compte qu'il y a eu à peine une cinquantaine de matchs depuis le début de la saison. Et vous le voyez, en termes de cartons, on peut faire le calcul très rapidement. Il y en a eu 7, 9, 10, 11 rouges. Et des jaunes, il y en a pléthore. 26, 26, 35, 35, 42, 46, 52, 61. 61 et 14, ça fait 75. 80, 88. Donc 88 et j'ai dit 11 cartons jaunes. Donc il y a eu 99 cartons en à peu près 50 matchs. Donc, le calcul il est vite fait. Il y a 2 cartons par match. Donc voilà, c'est pas tant c'est pas tant Los Angeles, même si particulièrement, je pense que le côté débile, du coup, il est pas si faux que ça. En tout cas, c'est pas que un ressenti. Mais voilà, ce sont aussi les règles de la MLR qui font que. Et du coup, on a pas mal de cartons. Alors, moins d'interprétation. C'était quoi la question? Alors, attends, ça signifie qu'il est moins question d'appréciation du geste dans l'action par les arbitres. Alors, il y a évidemment l'appréciation du... Alors, non, il n'y a pas du tout d'appréciation du geste. Si c'est ça la question, non. Il y a contact, c'est carton. Voilà. Si c'est ça la question, le truc, c'est là. C'est... Il y a jaune direct. Ça veut dire que... et du coup, à minima, c'est jaune immédiatement. L'arbitre vidéo, et je le rappelle, ça c'est très important, les arbitres de terrain n'ont pas la vidéo en MLR, ils n'ont pas accès à la vidéo. C'est le TMO qui lui est dans son KGB qui regarde les images et qui dit à l'arbitre
tu peux accorder l'essai, tu dois revenir sur ta décision, etc. etc. C'est lui, généralement, qui appelle l'arbitre quand il y a un contact à la tête. Le plus souvent, l'action elle se poursuit. Le mec qui a été plaqué, qui a été touché au visage, parfois il est même pas par terre. Alors, il y a la question des circonstances atténuantes, par contre, bien sûr. Mais touché à la tête, c'est terminé. C'est 10 minutes dehors. Immédiatement. Après, évidemment, vient la question des circonstances atténuantes. Est-ce que l'autre s'est baissé? Est-ce que c'est un tête contre tête? Est-ce que c'est le visage? Etc. etc. Mais tes défenseurs, tu touches ton adversaire à la tête, c'est terminé. Un exemple, par exemple, le San Diego Utah, j'ai pas mis l'image, mais ça va être dur de vous la retrouver comme ça. Ce serait trop long à vouloir montrer, mais on pourra chercher ça très rapidement si vous voulez. San Diego Utah, le deuxième jaune de San Diego en début de deuxième période, quand justement qui amène le quatrième essai de Coltman sur ballon porté, c'est Utah qui a le ballon et il va y avoir un contact tête-tête entre Cole Semu, le joueur de Utah, et Tavite Lopetti, le centre de San Diego. Lopetti sort avec le nez qui pisse le sang, mais littéralement. Lopetti, il est obligé de sortir de toute façon parce que il voit plus rien. Il a pris la tête de Semu dans le nez. J'essaye de trouver ça, mais j'ai pas. J'essaye de trouver ça très rapidement, mais je l'ai pas. C'est pas grave. Mais c'est lui qui prend jaune. C'est lui qui prend jaune parce que c'est lui qui est en position défensive. C'est lui qui doit faire l'effort de se baisser et donc empêcher Cole Semu de prendre un risque en étant touché à la tête. Voilà. Et Cole Semu, il continue son match. Cole Semu, il s'est relevé tout de suite. Je sais même pas s'il est resté par terre. Et du coup, Lopetti, lui déjà sortait de base parce que il avait le nez en sang et que il fallait absolument stopper l'hémorragie. Et il a pris son jaune. Voilà. Et il sort, le mec, il est dégoûté, bien sûr. Donc, voilà. Ça explique en grande partie le nombre de cartons jaunes. En termes de pénalité, je sais pas combien on est, il faudrait que je regarde par rapport au top 14. Parce que là, j'ai le chiffre, j'ai fait les moyennes de chaque équipe, mais je sais plus, je sais pas combien on est à peu près en top 14, mais ça peut se regarder. Est-ce que c'est pas une raison du nombre de plaquages ratés si un Forest de prendre un jeu? Oui, alors évidemment, ça joue aussi. Ça joue aussi sur les air plaquages. Il est évident que quand on voit par exemple sur l'essai de Balecana la défense de d'Anthem, c'est évident que au bout d'un moment, il y a quand même très certainement, au-delà de la peur pour soi-même, il y a aussi la peur de commettre une faute. Enfin, là, c'est pas des plaquages, ça. Le dernier, la Mouniam, il est complètement en retard. Il essaye de l'attraper en haut, mais il sait que s'il fait quelque chose de mal, c'est terminé. Donc ça peut expliquer aussi les air plaquages. Maintenant, ça fait 3 saisons, donc comme je le disais, qu'on suit la MLR. Les air plaquages, il y en avait beaucoup plus avant. Et à l'époque, il n'y avait pas des règles aussi strictes au niveau du visage et des plaquages hauts. Donc, ça peut être une bonne excuse pour certains. Ça peut. Mais pas plus. Donc voilà. C'est ça qu'on peut dire. Je pense qu'il y a un vrai gros débat à avoir là-dessus. Bon, après ça fait partie du jeu. J'ai l'impression en plus que maintenant, que ce soit en MLR, en top 14, en Pro D2, au niveau international, quand tu te retrouves à 14, ça fait pas une immense différence. À moins de te faire rouler dessus, notamment chez nous en Europe, à moins de te faire rouler dessus en conquête, mêlée, touche, etc. Généralement, tu arrives à survivre 10 minutes et il y a pléthore d'équipes qui ont gagné un match en étant réduites à 14 définitivement vers la 5e, 10e, 20e minute. Bon, voilà. Et maintenant, les équipes de MLR sont quand même assez affûtées aussi physiquement pour tenir ces 10 minutes, voire ces 20, puisque voilà, ils ont le carton rouge de 20 minutes avant remplacement. Donc voilà, je pense que... Mais c'est un débat qui est intéressant. Et est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de cartons par rapport à la violence qu'il y a dans la MLR? Peut-être. Est-ce que ça fait beaucoup de différence? Je sais pas non plus. Là encore une fois, je suis pas convaincu. Oui, il n'y a aucune envie d'attraper Balecana, on est d'accord. Il n'y a aucune envie de marquer aussi pour San Diego, puisque je reviens sur la petite stat du match. Le coup de la panne, comme on dit, 28 essais marqués sur leurs 5 premiers matchs. Les 5 premiers matchs de San Diego, c'est 25 points sur 25. Hein. C'est 5 victoires avec le bonus offensif à chaque fois, c'est magnifique. Plus de 5 essais par match, donc.
Et depuis, 4 défaites. Et 4 défaites en marquant à chaque fois 2 essais, pas plus. Et du coup, bien, un point pris seulement. Il y avait déjà la stat la semaine dernière après la défaite sur la pelouse de New England. Là, ça fait une 4e défaite de rang. Un seul point pris, je le disais, c'est un point de bonus défensif face à Chicago il y a 2 semaines. C'est évidemment insuffisant. San Diego donc tombe de la 2e place et laisse Utah passer devant. C'est compliqué pour San Diego. Oui, alors tu peux tenir les 10 minutes, mais tu le payes en fin de match souvent avec la rotation. Oui, alors oui, alors c'est pour ça que je compare, c'est une mauvaise comparaison avec ce qu'on a chez nous, parce qu'en top 14, les mecs sont tous affûtés et globalement, tout le monde a un gros banc. Globalement, évidemment, il y a une différence entre le banc du stade et le banc de Perpi, entre le banc de l'UBB et le banc de Vannes, mais globalement, oui. Il est évident que tout le monde a un gros banc, là où Anthem ou peut-être un DC, un Seattle, je trouve aussi, n'ont pas forcément le réservoir nécessaire pour tenir et avoir des remplaçants qui font le taf. Là où un New England, par exemple, a 23 mecs très solides qui seraient titulaires dans n'importe quelle équipe de MLR et qui permettent, quand ils entrent, de ne pas faire tomber le niveau. Donc oui, il y a ça aussi, mais là, ça va au-delà. On est sur une question de roster et une question d'effectif. Et donc là, certaines équipes évidemment sont très en dessous, mais là c'est comme tout. Voilà ce qu'on pouvait dire. En tout cas, c'est très très cool de pouvoir parler de tout ça parce que ça un petit peu de temps. Voilà, encore une fois dans cette émission un petit peu particulière, encore une fois, puisque je suis tout seul. Et oui, Adrien Abadi, je te retiens. On va passer à Houston, justement. Tiens, l'équipe d'Adrien, les Chats-Sabres. Avec ce match face à Nola Gold, c'est très très important pour Nola de réussir ce match, parce que Nola s'est remis de l'avant en battant DC et Anthem récemment, 2 victoires de rang, ça leur fait du bien. Et du coup, eh bien, ils vont très bien commencer ce match, les hommes de Nicolas Godignon, qui vont marquer, vous le voyez, en coin, avec la puissance de Foliaki. C'est transformé, qui plus est, je vous la mets parce que elle est magnifique, cette transformation. 7-0 après 6 minutes et Houston eh bien, va revenir immédiatement, comme ils savent le faire les Chats-Sabres. Ça veut dire un ballon porté, on marche sur la gueule de tout le monde et Anae Assou, le talonneur, vient marquer cet essai qui n'est pas transformé. Ça va pas être le dernier d'ailleurs, parce que il va y en avoir quelques-uns qui sont un petit peu chelous. Nola repart de l'avant, vous le voyez. La 3e ligne fait du mal à cette équipe de Houston avant le très gros travail de Tuivaiti, pardon, qui va aller marquer après avoir mis un magnifique raffut. Et c'est qui est refusé pour cette passe, en fait, ce ballon perdu plus qu'une passe de la part de King, qui commet un en avant. On saute jusqu'à la 41e minute, vous voyez, on est dans les arrêts de jeu de cette première période. Pénalité contre Nola dans les 5 mètres, on va la jouer, vous voyez, rapidement à la main avec Anae Assou, encore une fois, qui libère son ballon. Et là, la passe interceptée de Renton. Ed Fido met les cannes sur cette passe de Haas. Fido qui attend le soutien, justement, de son demi de mêlée. Magnifique essai, 200 mètres. C'est parfait, c'est cruel, juste avant la mi-temps. Nola qui donc à l'avantage. Est-ce que ça va stopper Houston? Eh bien pas du tout. 42e minute. Dès le retour des vestiaires, les Chats-Sabres reviennent très très énervés. Ça pilonne en face. Et souvent, quand ça pilonne, on envoie le tracteur. Tazi. Voilà, j'ai voulu le faire. C'était très dur. La puissance. Et puis derrière, Nola va totalement se foirer. Cette passe casse-croûte de Lopetti. C'est Tuifua qui récupère, évidemment. Sam Tuifua qui va marquer. Vous voyez, il y avait 10-12. Hein, parce que l'essai de Tazi n'avait pas été transformé. Celui de Tuifua, pardon, il le sera. Je vous remets cette passe. Elle est incroyable. Le rebond devant Carty, il est dégueulasse. Enfin, y a tout qui va. C'est magnifique. Cet essai, il n'y a pas grand chose à en dire. 17-12 donc pour Houston, mais on est encore au début de cette deuxième période. Il y a encore du temps. Nola qui essaye de réagir, mais qui commet des fautes dans les zones de marque, qui se chauffe un peu. Voilà, il y a évidemment un peu de tension, un match serré entre deux équipes qui ont 2 gros paquets d'avant. Évidemment, ça discute, ça se chauffe, ça tire les maillots, etc. Mais malheureusement pour la Nouvelle-Orléans,
eh bien ça ne va pas rentrer. Alors du coup on va mettre une pénalité. Il y aura bien cette dernière action, regardez, sur la sirène. On va me lancer quelque chose et puis je sais pas, le coup de pied, j'ai pas compris. On essaie de récupérer le ballon mais finalement ça va sortir piteusement en touche. Succès donc pour Houston, difficile mais succès quand même. 17-15 face à Nola Gold, pas de bonus offensif pour les chats-sabres. Un bonus défensif évidemment pour le Gold mais c'est pas suffisant pour les contenter. Puisque vous l'avez vu, New England a gagné. Chicago certes a perdu mais ils ne reprennent pas de points sur les Hounds. Ils restent à bonne distance de ces deux équipes. Oui, Anthem, victoire de rang. Oui. Bon, t'as battu Anthem, t'as une victoire de rang face à DC. Exactement, c'est ça. Donc fin de série d'une victoire de rang pour Nola Gold. Nola qui n'y arrive pas du tout face aux équipes de la conférence Ouest. J'ai plein de zéros aujourd'hui à vous donner en statistiques. Je suis vraiment dans le positivisme. Entre San Diego qui met pas de points, Chicago qui perd tout face à Seattle, et ben c'est Nola qui perd tout face à la conférence Ouest cette saison. Défaite face à Utah, défaite face à Houston, on vient de le voir. Et la dernière défaite, je vais la retrouver, je prends des notes et puis derrière je les oublie, c'est formidable. C'est une défaite face à Los Angeles, oui c'est ça, c'est Los Angeles, c'est ça. Voilà, donc Nola Gold face à la conférence Ouest, c'est pas brillant. Et pour vous dire, parce ils ont encore quelques matchs à jouer évidemment face à ces équipes de l'Ouest, ils vont avoir accueil de Seattle, déplacement à San Diego et accueil de Utah pour la revanche. Donc hormis l'accueil de Seattle, je suis pas serein pour le Gold pour la fin de saison. Et cette défaite elle est très importante, elle est très embêtante surtout parce que il y avait un affrontement qui était derrière très très important. C'est le dernier match de cette soirée, le 5e match de cette semaine. On va y aller directement. C'est nouvelle stat, 0 mémoire de où t'as mis tes notes. Ouais, mais elles sont là hein, pourtant mes notes. Mais ça c'est les notes des matchs. Et après j'ai mes notes dans ma tête. Et a priori je fais trop confiance à ma tête. Voilà. J'ai mes petites notes et malheureusement c'est pas suffisant. Il faudrait que j'écrive tout partout parce que sinon je peux pas. Ah si, avant le dernier match j'avais cette petite note là. Cette petite stat. Et je vais y arriver à vous mettre la bonne stat. 1322. Voilà, si je vous dis 1322, ne cherchez pas en quelle année Magellan a fait son tour du monde ou quelque chose. Bon, Magellan c'est un peu plus tard, mais on est dans ces années-là, enfin dans ces siècles-là. 1322 mètres de ballon tapé au pied. Voilà, ça veut dire qu'il y a eu 684 mètres tapés au pied par Houston, 638 par Nola. C'est-à-dire que les deux équipes ont fait plus de 6 terrains de rugby au pied dans ce match. Voilà, c'était juste stat inutile. Je trouvais qu'elle était sympa à sortir parce que on a très clairement deux équipes qui usent, voire abusent un petit peu du jeu au pied. Ça fait partie du jeu aussi, hein, bien sûr. Mais quand ça finit à 17-15, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. C'est un match que vous avez pu suivre en direct sur la chaîne de Nogodi. Peut-être que vous avez pu le regarder. Si vous l'avez vu faire, si vous l'avez vu faire. Si vous avez vu, si vous avez pu le faire, j'y arrive plus, ça y est. Je pense que je parle trop. Pas, je suis désolé, je bafouille, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Dernier match donc de cette 10e semaine de MLR. DC, Miami, souvenez-vous évidemment, c'était lors de la première semaine, le tout premier match de cette MLR. Miami qui menait de 6 points. La sirène avait retenti, on était à la fin des 80 minutes. Miami ne dégage pas en touche, mais dégage au pied. Ballon récupéré par DC qui va taper une énorme chandelle dégueulasse qui va être récupérée. Bref, la victoire de DC, on s'en souvient. Il y avait donc une vraie revanche à prendre pour cette équipe de Miami. Est-ce que ce match va se lancer? Oui, c'est bon. C'était un match ultra important, évidemment. C'était une revanche et il fallait être à l'heure. Parce que ça commence dès la 3e minute. Perry Humphries qui vient faire 12 tours à peu près et qui marque le premier essai, vous le voyez, après 3 minutes. Miami était déjà à 14 depuis la première. Hein. Quand on vous dit qu'il y a des cartons jaunes, c'est prodigieux. Hein. Koubeli avait déjà pris un jaune. Mais ça ne va pas empêcher McNulty de marquer un premier essai et de lancer cette série incroyable de Miami. 13e minute, c'est Martin Elias, vous allez voir sur ce dernier décalage, cette fin de passe, qui va mettre le 2e essai. Avant
un troisième essai signé Mathias Orlando qui, et je ne le dirai jamais assez, Mathias Orlando qui joue à Miami, c'est absolument incroyable. Voilà, pour les fans de la Floride qui sont là. C'est assez cocasse, on peut le dire. Le quatrième essai, 21e minute, quatrième essai, l'essai du bonus inscrit en force par Kubila. 4 essais en 20 minutes, c'est très très solide, on peut le dire. 31-7, Old Glory boit la tasse et va quand même se remettre un petit peu d'aplomb juste avant la mi-temps. C'est Tex Nakali qui, en force tout seul, va aller marquer ce deuxième essai pour les joueurs de la capitale et ça va relancer totalement de cette partie. 49e, on envoie le gros Nick Grigg percer les lignes de Miami et marquer le troisième essai. Je vous les mets remis au ralenti parce qu'en plus on a un super zoom qui sert à rien de la part du réalisateur. Miami qui est en train totalement de se foirer sur cette deuxième période. Lancer manqué, récupération de Facundo Gattas. 31-28, alors du coup on s'en remet à la botte de Shane O'Leary qui permet aux Sharks de reprendre 9 points d'avance. 37-28. Ça va pas empêcher évidemment Miami de se faire peur, bien sûr, puisqu'ils vont encaisser 2 cartons jaunes supplémentaires, McDonnell puis Mora. À 15 contre 13, eh bien DC va réussir à aller en force, vous allez le voir, inscrire un 5e essai. C'est Brady Daniel à l'image qui va aller inscrire cet essai. Le voilà avec son numéro 19, il va être servi auprès. Ils vont y aller, ça va y aller, hein, vous inquiétez pas. Voilà, ballon relevé et boum, l'essai en force de Brady Daniel. C'est le frère de Corey Daniel, dont on parle souvent dans cette équipe de DC. Succès donc tout juste 37-35 de Miami qui prend sa revanche donc sur cette équipe de DC. Et c'est évidemment un score qui est très important. Le bouge, il me court dessus, je le laisse passer, marquer son essai. Oui, on laisse tous marquer Nick Grigg. Il n'y a pas de souci. Je pense que t'es pas la seule. Parce que là, très clairement, Nick Grigg, il est pas marrant. Nick Grigg, ouais, c'est... Ouais, je sais plus quel est son poids officiel, hein, mais en MLR, ils ont tendance à descendre les poids. Hein, donc, voilà. Nick Grigg, tu le laisses passer. Il n'y a pas de souci. Je me remets pas de cette touche directement filée à Facundo Gattas pour le 4e essai d'Old Glory. C'est prodigieux. Miami a encore réussi à se faire peur en deuxième mi-temps. Fin de match, hein, parce que le passage à 13 contre 15, ça va qu'il résiste et qu'il s'en sorte en ne prenant qu'un seul essai. C'est prodigieux de jamais réussir à tenir un match comme ça du début à la fin. C'est un très beau bébé, Nick Grigg. C'est un très très beau bébé. Une petite stat encore à vous donner, bien sûr. J'adore les stats, vous le savez. 18, c'est le nombre d'essais marqués lors des matchs entre DC et Miami. 7 saisons. 5 essais pour Old Glory, 4 pour Miami sur ce match. Et c'était déjà le cas lors du premier. 5 pour Old Glory, 4 pour Miami. Donc voilà, 9 essais à chaque fois. On va pas dire que les défenses sont pas trop là. Mais bon, disons que c'est pas le plus important pour ces deux équipes. Très clairement, elles nous ont fait du spectacle. C'est ce qu'on aime bien. Là, ça fait 37-35, ça fait 72 points inscrits. Je sais plus combien il y avait eu au match aller, mais c'était plutôt pas mal aussi. Il y avait eu un gros score aussi. Je dirais que c'était du 34-32, je crois, si je dis pas de bêtises. Je suis en train d'essayer de rechercher évidemment, parce que vous vous doutez bien que je peux pas avoir mes stats toutes dans la tête qui tiennent. Hein. Faut pas, on s'en fout, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Mais elle est très importante cette victoire pour Miami qui se relance. Ils ont gagné contre Houston la semaine dernière à domicile. Là, ils enchaînent en gagnant à Old Glory. Et là, c'est encore mieux parce que c'est un adversaire direct. Alors oui, Old Glory, avec ce dernier essai, va chercher un double bonus puisqu'ils avaient déjà le bonus offensif. Ils enchaînent avec le bonus défensif. Ça fait une victoire à plus 3 points pour les Sharks, mais c'est une victoire qui est évidemment très importante et qui relance totalement, qui plus est avec la défaite de Nola, le suspense dans cette conférence Est. On fait le point justement sur les résultats de succès à l'extérieur. Il y a toujours des succès à l'extérieur en MLR. Celui de Miami donc à Old Glory, celui de Utah à San Diego, le court succès de Houston face à Nola. Oui, non, il y a 3 succès à l'extérieur. Le New England aussi, hein, je sais pas pourquoi, Anthem étant jaune. J'ai voulu offrir la victoire à Anthem. J'ai été gentil, ce n'est pas le cas. 26-6 donc, et les succès à domicile de Seattle et de Houston. Toutes les équipes à l'extérieur ont marqué au moins un point. Voilà, on pourra féliciter Chicago et Nola qui ont perdu, mais sont allés chercher un point de bonus défensif. Les autres ont tous gagné avec le bonus offensif. Voilà. Et on vous l'a dit, hein, la MLR, domicile extérieur, c'est pas génial. On va féliciter les attaques. Ce que tu disais, Conidos, c'est par rapport
aux essais marqués sur le DC Miami. Ouais, après, quand ton attaque, c'est donner le ballon à Nick Gris et qui court, je sais pas. Je sais pas si on peut les féliciter véritablement. Mais bon, au moins, il y a eu 18 essais en 2 matchs entre DC et Miami. Peut-être qu'il y aura un autre affrontement, sait-on jamais, en barrage, en playoff, parce que pourquoi pas, c'est encore faisable. Les classements à l'ouest, eh bien, c'est en train de se décanter un petit peu, vous le voyez, 32 points pour Houston qui garde la tête grâce à son succès face à Nola, mais pour un petit point par rapport à Utah. Les deux équipes ont fait un petit trou, 5 points d'écart entre les Warriors et San Diego. Los Angeles qui n'a pas joué, eh bien reste quatrième évidemment, mais voit San Diego toujours à portée et surtout a vu Seattle se rapprocher. Est-ce que Seattle part pas de trop loin? On aura l'occasion de le voir très rapidement. Surtout que Seattle va enchaîner dès mercredi. Et ça compte, bien entendu. Et puis du côté du classement de la conférence Est, c'est le bordel. Voilà, c'est tout simplement le bordel. Chicago reste devant New England. Ça, c'était prévu. De toute façon, ils avaient 6 points d'avance. Grâce aux points de bonus défensifs acquis dans l'état de Washington, ils en ont 2 de plus que New England, 33-31. Derrière, ça va être une foire d'empoigne entre Glory, Nola et Miami. 4 points d'écart entre Glory 3e et Miami 5e. Ça veut dire que tout est encore possible avec 2 victoires de rang. Miami s'est totalement relancé. Et ce qui est fou, c'est que Nola a moins gagné que Miami, mais Nola est devant. Voilà, les points de bonus, ils vont compter très très cher. C'est pour ça que ce point de bonus défensif gagné par Chicago, ce point de bonus offensif gagné par New England à la fin à Anthem, ils vont compter. Ils vont compter et parfois, quand on affronte une équipe de l'autre conférence, ce qui nous intéresse, c'est de gagner bien sûr. Dès qu'on a le bonus offensif et qu'on a la victoire assurée, on peut peut-être baisser le pied. Ça peut offrir l'opportunité à l'autre d'aller marquer 1 ou 2 essais supplémentaires pour aller chercher le bonus offensif, peut-être même le bonus défensif si ça se passe bien. Et ces points-là, ils vont compter. Max, je suis totalement d'accord avec toi. Ces points-là, ils vont vraiment compter double. Si Miami termine 5e en ayant gagné plus de matchs que Nola, déjà, ils pourront ressasser la défaite contre Glory à la dernière seconde lors de la première journée. Mais surtout, il faudra se retourner vers évidemment les points de bonus. Il va y avoir de toute façon des matchs très importants. Il y aura un Nola Miami dans quelques jours. Le 10 mai très précisément, qui va être monstrueux. Enfin, dans la nuit du 9 au 10 mai. Ce sera un samedi. Ce sera dans la nuit de vendredi à samedi. Évidemment, on vous donnera toutes les infos, bien entendu, sur les Outsiders TV. Le programme qui vous attend pour cette semaine 11, ça commence donc la nuit prochaine. New England, Los Angeles. On va aller jeter un coup d'œil au compo parce que c'est important de se rendre compte. Los Angeles vient en short. Vient en short à New England. Je vois pas comment ils peuvent ramener quelque chose. Anthem accueillera Seattle, ce sera la nuit d'après. Est-ce qu'on n'a pas envie d'espérer pour Anthem que ça gagne enfin? Si, bien entendu. Est-ce que ça va arriver? Non, bien entendu que non. Surtout que c'est indéniablement un match à gagner absolument pour Seattle. Parce qu'en cas d'accident face à Anthem, ce sera terminé. Ce sera très certainement terminé pour la qualification en barrage. Et ce serait évidemment une immense surprise. Je vous montre très rapidement le 15 de départ de cette équipe de New England. Il y a évidemment un petit peu de changement, notamment devant. Il n'y a pas Andrew Quatrine par exemple qui est titulaire. Mais voilà, Kayoshi, Conradi, on a Balekana qui est capitaine d'ailleurs, Jack Reeves, Oscar Lennon, Brock Webster, Connor Keys en numéro 5. Voilà, il y a une vraie grosse équipe. Et au pire du pire sur le banc, il y a le Roumalan, il y a Joe Johnston, il y a Jed Melvin. Bref, on a fait tourner évidemment parce que 4 jours après, mais du côté de Los Angeles, de New England, pardon, on est là pour aller chercher la victoire, c'est évident. Du côté de l'équipe de Los Angeles, c'est quand même un petit peu moins solide. C'est un petit peu moins solide. Voilà, je vous l'ai dit, il y a Kunatani, il y a Ed Timpson, c'est pas mal aussi. Et puis ensuite, il y a Rhys McDonald sur le banc. Voilà, c'est un petit peu limité. Je vois pas comment cette équipe peut faire quelque chose. Rory Van Vugt aussi en numéro 14 est là. Ça va être compliqué pour Los Angeles.
pour rien vous cacher, sur les 8 qui font le classement des pronostics sur les outsiders, si vous ne nous suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à le faire pour voir justement ce classement qui évolue péniblement. On est 7 à avoir mis New England, on a tous mis Seattle, voilà, ça c'est pour l'info, parce qu'on a déjà fait les paris pour ces 2 matchs là, on fera le reste sur la deuxième partie en fin de semaine, parce que oui, il y aura des matchs quand même ce week-end, et là il y a encore des matchs très intéressants, vous le voyez, Seattle, Los Angeles, Anthem vont enchaîner, pas New England, et ça compte. Houston accueillera Old Glory, match très important, puisqu'il y aura Utah-Chicago en même temps, le derby de la Californie, le match retour de la Cali Cup Los Angeles-San Diego. San Diego avait gagné le match aller. Nola Gold, Seattle, c'est le match entre les deux un petit peu décevant de cette saison. Même s'il y en a un qui est un peu plus emmerdé que l'autre, c'est Seattle qui pour l'instant est hors des barrages. Et puis, le Miami Anthem qui peut permettre à Miami de se retrouver potentiellement, parce que si ça se passe bien ce week-end, Miami peut se retrouver 3e de la conférence Est dans une semaine. Dans une semaine pile d'ailleurs, puisque ce match aura lieu dans la nuit de lundi à mardi. Ça veut dire que il sera tout frais quand on vous montrera le résumé mardi soir prochain dans le MLR Show. En espérant d'ailleurs que les images seront arrivées, parce que ça peut mettre un petit peu de temps parfois. Voilà pour cette semaine 10 de MLR. Il s'est encore une fois, vous le voyez, passé pas mal de choses, plein de petites stats, plein de petites histoires à raconter bien sûr, toutes pas dans ma tête a priori, hein, certaines écrites, et heureusement, parce que ça aide. Comme toujours, merci à vous d'avoir suivi cette émission, merci pour ceux qui sont venus, surtout pour ceux qui parlent, et puis ça fait bien évidemment plaisir de discuter avec vous et de pouvoir un petit peu débattre avec vous. D'habitude on le fait entre nous et vous êtes là à écouter, c'est tout aussi bien et voire même encore mieux quand vous participez, que vous prenez part au débat, parce que ça permet d'avoir plus de points de vue, même si évidemment l'échange il est un peu plus compliqué, vous êtes à l'écrit, mais voilà, n'hésitez pas, même quand on est plusieurs, à bien discuter, posez vos questions, donnez votre avis, parce que on est là, on est vraiment là pour ça, c'est toujours plus agréable. Je vous avais dit la semaine dernière aussi qu'on aurait très certainement un match de rugby en MLR. Alors le deal est bien signé, il n'y a pas de souci. On est en train de voir avec eux en fait comment recevoir plus rapidement les images. On a reçu notre match de cette semaine. Cette semaine, hein, on l'a reçu hier. Le match qu'on avait choisi, c'était DC Miami, parce que c'était notre deuxième choix après le San Diego Utah que Sport en France avait pris, et comme on est en collaboration, on va pas se marcher dessus, surtout que l'idée c'est qu'il y ait de plus en plus de matchs de MLR qui soient visibles par les spectateurs français. Donc on avait choisi le DC Miami, c'était un très bon choix, on va pas se mentir. Malheureusement il est arrivé hier à 17h30, donc le temps de télécharger tout ça, de faire un peu de montage, parce qu'il nous envoie un brut de plus de 2 heures avec les pubs au milieu, etc. Malheureusement c'est impossible d'être prêt à 21h comme on veut le faire pour le match du lundi. Donc on est en train de chercher exactement comment faire. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours un match avec Sport en France sur lequel on va collaborer évidemment, mais on essaiera évidemment d'ici la fin de saison de vous proposer plusieurs matchs en différé évidemment, mais dans les conditions du direct de MLR le lundi soir. Ce sera un premier rendez-vous avant le MLR Show. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Je vous rappelle évidemment que cette émission est dispo sur YouTube, que sur nos réseaux vous allez avoir évidemment tous les best-of, tous les extraits, certains extraits de l'émission, et puis à partir de là on va se retrouver évidemment mardi prochain, peut-être lundi, sait-on jamais, mais mardi prochain c'est sûr pour la semaine 11, on aura donc 7 matchs à débriefer, passera peut-être très vite sur les matchs de mardi, mercredi, et surtout que ça s'enchaînera très vite, parce qu'il y aura encore des matchs dès le mercredi suivant. Donc là ça devient le bordel, la MLR, d'ici la semaine 18 et la fin de la saison régulière que l'on va vivre évidemment avec vous, en compagnie évidemment de Sport en France, avec qui on collabore de plus en plus, avec peut-être des petites surprises pour 2 ou 3 MLR shows. J'en dis pas plus pour l'instant, je vous souhaite évidemment une très belle soirée, merci encore d'avoir été là. Puis vous le savez, hein, on finit toujours de la meilleure des manières, en chanson, avec l'hymne américain. Salut à tous!